Le franc-parler, Espace TV Europe. Lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT. Émission exceptionnelle. Lamine Guérassi reçoit Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, expert reconnu des questions de défense et de sécurité eurafricaine. Enseignant dans les plus grandes universités en France, en Europe et en Chine, délégué général du parti Les Centristes en charge des relations internationales, Emmanuel Dupuis partagera son analyse sur les nouveaux enjeux géopolitiques, la sécurité en Afrique et en Europe et les défis de la coopération internationale. Crise, mutation, perspective. Quel futur pour la sécurité mondiale? Le franc-parler, lundi à 9h, 7h GMT sur Espace TV Europe. Soyez au cœur du débat. Sécurité en Europe, IPSE, expert reconnu des questions de défense et de sécurité eurafricaine. Enseignant dans les plus grandes universités en France, en Europe et en Chine, délégué général du parti Les Centristes en charge des relations internationales, Emmanuel Dupuis partagera son analyse sur les nouveaux enjeux géopolitiques, la sécurité en Afrique et en Europe et les défis de la coopération internationale. Crise, mutation, perspective. Quel futur pour la sécurité mondiale? Le franc-parler, lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT sur Espace TV Europe. Soyez au cœur du débat. Sécurité en Europe, IPSE, expert reconnu des questions de défense et de sécurité eurafricaine. Enseignant dans les grandes universités en France, en Europe et en Chine, délégué général du parti Les Centristes en charge des relations internationales, Emmanuel Dupuis partagera son analyse sur les nouveaux enjeux géopolitiques, la sécurité en Afrique et en Europe et les défis de la coopération internationale. Crise, mutation, perspective et futur pour la sécurité mondiale. Le franc-parler, lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT sur Espace TV Europe. Soyez au cœur du débat. Le franc-parler, le rendez-vous de l'actualité. Sans langue de bois, sur Espace. Une personnalité de premier plan pour s'exprimer sans filtre sur l'actualité ou sur un moment fort de sa carrière. 52 minutes de vérité, de débat, de confidences exclusives. Le franc-parler, la parole est libre, la vérité s'invite sur le plateau. Lamine Guérassi. Dans cette émission, mon cher Bad. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous ceux qui nous suivent et on est très content d'être là ici ce matin. Voilà. Et pour dire, de nouveaux qui nous rejoignent dans cette émission, mon cher Bad, Alpha Saliou Diakité, il faut le rappeler, il est juriste, contract manager, professionnel des politiques publiques et du management des organisations et responsable pôle stratégie et affaires publiques de l'association Les Concernés. Bonjour, mon cher Saliou. Bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs et très heureux d'être là ce matin. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Alpha Amadou Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous qui nous suivent. Voilà, il faut le rappeler, vous êtes politologue, se spécialise donc en politique de défense et sécurité, coordinateur prévention et sécurité dans une collectivité territoriale et responsable du pôle projet de l'association Les Concernés. Les Concernés, on en parle justement. C'est quoi les Concernés, les gars? Très bien, c'est... Bon, bah, je laisse la parole à Saliou. Saliou. Alors, les Concernés, c'est un média citoyen, Ouais. mais c'est également une association
Donc on s'est donné pour objectif en réalité de revenir à l'écrit, qui est quand même un défi véritable, parce que la plupart des médias, tout au moins en République de Guinée, sont des médias qui sont moins des médias écrits. Et nous sommes donnés pour objectif justement de revenir à ce sacerdoce-là et puis de concilier un peu l'analyse intellectuelle, l'analyse scientifique et évidemment les exigences journalistiques. Donc une sorte de trait d'union entre le journalisme et le milieu intellectuel et donc académique. Donc citoyen en fait. Absolument. Citoyen, c'est une manière de donner la parole à des jeunes acteurs qui ont envie de parler, qui ont envie de faire entendre leur voix par le biais de l'écrit. Mais bien entendu, on n'est plus hors sol, donc on est en train de chercher à utiliser d'autres canaux, notamment l'oral, la vidéo, pour faire entendre nos différents points de vue. Vous êtes concerné par quoi ? Par la Guinée, par la société, par le changement, par l'évolution, par le monde. On est des jeunes donc actifs et on est conscient de faire partie de ce monde et on veut y prendre part véritablement et justement travailler à ce que tout ce que nous faisons ait un impact positif sur la Guinée. Bien. Très intéressant tout ça. Les concernés, vous débattez de quoi exactement quand on dit concernés? C'est-à-dire ça nous concerne tous quoi. Tout les à sujets de fait, société. On se considère comme des concernés, donc on est concerné par toutes les questions qui traversent la Guinée, la sous-région ouest africaine et le monde. Donc nous débattons de toutes les questions. En fait, la particularité un peu des concernés, c'est que nous ne sommes pas simplement un média d'information, nous sommes beaucoup plus un média d'analyse. Donc nous écrivons des articles qui sont considérés par certains comme un peu longs. Mais nous, on s'est dit que voilà, pour produire quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, pour faire de l'analyse, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, on ne peut pas faire un article de 10, 15 lignes pour dire qu'on peut analyser un sujet aussi complexe, par exemple, que la question ethnique en Guinée, que la question de l'éducation en Guinée. Ça, c'est quelque chose qui ne se traite pas en 2 paragraphes. Donc, c'est pourquoi nous écrivons des articles beaucoup plus longs, mais beaucoup plus analytiques, beaucoup plus profonds. Pour les intellectuels, j'ai envie de dire. Pas forcément pour tous ceux qui savent lire et comprendre, c'est tout. Donc, tous qui savent lire et comprendre. Oui, pas forcément les intellos. Non, c'est pas que les intellos. Tous ceux qui savent lire et comprendre peuvent lire les concernés et les comprendre parce que nous traitons en fait des sujets qui sont vraiment en rapport avec le quotidien du Guinéen. Donc, c'est des choses qui sont vécues, qui sont vues par tous. Donc, ce que nous apportons, c'est l'aspect analytique beaucoup plus poussé. On peut dire peut-être scientifique d'ailleurs, parce que nous sommes nous ne sommes pas des journalistes d'ailleurs, nous sommes que des jeunes intellectuels, des politologues, des juristes, des informaticiens, des économistes. Donc voilà, chacun apporte selon son domaine de spécialisation, selon sa spécialité, une touche nouvelle dans la façon d'analyser les choses. Une touche particulière, c'est super intéressant. Alors, Alpha Saliou Diakité, vous rejoignez cette équipe. Le franc-parler, ça vous dit quoi exactement? Vous avez suivi le premier numéro, ça fait déjà toller. Oui, c'est vrai, j'ai effectivement suivi le premier numéro avec intérêt, notamment avec un invité qui n'est pas présenté, puisqu'il s'agissait de Robert Bourgi, qui a longtemps fait parler de lui sur pas mal de problématiques africaines, puisqu'il a côtoyé énormément de chefs d'État africains, donc il a des révélations à faire. Donc évidemment, j'ai suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Et le mot, l'expression franc-parler me parle énormément parce que voilà, ça met en exergue le caractère sincérité, le caractère peut-être honnêteté, c'est-à-dire sortir un peu de sa zone de confort pour faire des révélations, pour livrer certaines choses. Et en ce sens-là, oui, c'est une émission qui me parle. Évidemment. Allez, les concernés, mesdames et messieurs, le franc-parler, tout y est. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Espace. Nous allons enchaîner avec, avant de recevoir évidemment notre invité, c'est bien sûr Emmanuel Dupuis qui est notre invité ce matin. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe là exactement. Voilà, Emmanuel Dupuis qui est notre invité. On va essayer d'enchaîner dans un instant avec retour sur l'actualité. Pourquoi pas pour votre plus grand bonheur avec Bademba et toute l'équipe. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'au porte 2. Le franc-parler. Retour sur l'actualité. Sur l'actualité, mesdames et
Vous sur Espace tous les matins. On se retrouve évidemment, mon cher Bademba. Oui. Eh ben, nous allons revenir sur ce remaniement ministériel. Ça se passe du côté du Sénégal, mon cher ami. Oui, effectivement, du côté du Sénégal, il y a eu ce remaniement ministériel. Moi, Lamine, aujourd'hui, on se dit, est-ce que les choses se passent bien entre... Griffe, entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est des questions qu'il faille se poser. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est de la politique. On ne dit pas tout. On essaye de jouer le jeu comme on peut. Tout à l'heure, je disais dans la voiture en off que la politique, c'est l'art de créer la circonstance qu'on veut. Donc, si on en veut que la population croit qu'on est la personne idéale pour, je sais pas, développer un pays, on crée ces circonstances-là, on met les moyens en place, on fait des montages, on passe par tous les moyens possibles pour faire paraître au monde entier que cette population-là nous admet comme étant la personne qu'il faille imposer dans cette situation-là pour améliorer les choses. Ouais. Et aujourd'hui, on a vu un Sonko très énervé parfois sur des sorties virulentes. On voit un Diomaye Faye qui est président de la République, mais qui n'a pas toutes les épaules qu'il faut pour remplir son siège. Et on voit des remaniements ministériels inopinés. Quelque part, Lamine, il y a anguille sous roche. Ouais. Ça, c'est clair. Pourtant, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. On se dit, est-ce que ces compagnons de lutte, après la lutte, il y a quelque chose qui les oppose, sans pour autant le dire ouvertement au monde. Mais qu'à cela ne tienne, on sait que tôt ou tard, les masques finiront par tomber. On saura exactement ce qui se passe. Mais ce remaniement ministériel m'interpelle une fois de plus et m'amène de plus en plus sur cette hypothèse que les choses ne vont pas de plus belle entre Diomaye et Sonko. Et son premier ministre, évidemment, Ousmane Sonko. Ça vous inspire quoi, mon cher Saliou? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un président bis au Sénégal? Je ne dirais pas ça. D'abord, il faut voir le contexte. C'est-à-dire que ce duo est venu au pouvoir dans un contexte particulièrement tendu, mais c'est des gens qui avaient l'habitude véritablement de travailler ensemble, de concevoir leur stratégie en intelligence. Mais on parle de circonstances. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout laisse à penser, tout au moins de l'extérieur, qu'il y a un problème, que ça ne va pas très bien, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Ousmane Sonko avait pris la parole et avait pointé du doigt un certain nombre d'acteurs de PASTEF, justement, et avait demandé au président Diomaye une certaine clarification. Donc on avait vu au travers de ce discours-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais moi je crois qu'il faut laisser le temps à ces jeunes, que la gouvernance n'est pas une chose simple, que parfois il y a des altercations qui arrivent, qu'il y a des moments de contradiction, que met la force des grands hommes politiques, c'est la capacité de transcender les contradictions, de ne pas les nier véritablement. Et je pense que peut-être que c'est ce qui arrive. Il y a aujourd'hui peut-être au sein de ce duo-là peut-être des choses qui ne vont pas, puisque de l'extérieur, c'est ce qu'on perçoit. Est-ce que c'est le cas à l'interne? Ça, je crois que l'avenir nous le dira clairement. Après, on a vu cette sortie quand même de Diomaye, je veux dire de Sonko, qui n'a pas manqué quand même d'illustrer un petit peu sa frustration. Ce n'est pas un jeu de mots. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tout à fait. Je le dis encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Il est fort possible qu'il y ait un problème à l'intérieur, mais on ne peut pas peut-être deviner ce que va devenir ce duo sur la base d'une contradiction, parce que sans doute, les contradictions arrivent toujours. Et dans tout le monde politique, je crois, que ce soit d'ailleurs ici en France ou en Afrique ou partout ailleurs, il y a véritablement ces petits moments de doute qui arrivent, mais je pense que la force des hommes politiques, c'est la capacité à transcender les doutes. Et je crois forcément dans ce jeune duo, parce qu'il faut quand même le rappeler, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont des jeunes gens qui ont un tempérament parfois chaud, qui sont très énergiques, qui veulent changer les choses. Donc le temps des politiques publiques également, c'est un temps plutôt long et parfois les gens ne comprennent pas. Il y a donc... Bon, l'adaptation, c'est pas au sommet quand même qu'on apprend, mon cher ami, même si on sait que... voilà. Allez, mon cher, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Alpha Amadou Diallo? Parler de la politique au Sénégal après qu'Alpha Saliou ait pris la parole, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il dit toujours tout. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Franchement, ce qui se passe au Sénégal, c'est que... Moi, je pense que ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est quelque chose qui est... C'est le commun des pays africains. Il y a toujours des soucis à la tête de l'État, même dans les
pays les plus démocratiques au monde, pas qu'en Afrique d'ailleurs. Donc, ça illustre juste que voilà, ce n'est pas le Sénégal n'est pas gouverné d'une main de fer. Il y a bien la contradiction même au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui prouve qu'il y a la démocratie, elle vit encore. Parce que la démocratie, c'est aussi la contradiction. C'est avoir des idées qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas que lorsqu'une seule personne dit quelque chose, même si c'est le président de la République, et tout le monde se met derrière l'idée de cette personne-là sans qu'il y ait de véritables débats politiques. Même si là, on peut dire que ça va un peu trop loin. Enfin, ça va un peu trop loin quand même, mais espérons que ce soit la démocratie qui est en train de se manifester de cette façon-là et que ce n'est pas quelque chose qui est en train de se redessiner derrière. Ouais, bien dit. Allez, notre invité nous a rejoint, mesdames et messieurs, dans ce studio, évidemment, Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, donc, avec nous sur ce plateau, mon cher Manu. Bonjour et bienvenue. Bonjour et désolé pour le retard. C'est les aléas de la rentrée parisienne. C'est ça, c'est bien sûr ça. Alors, comment vous présentez Emmanuel? Il a essayé de faire une brève présentation, mon cher Badem Babari. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Emmanuel Dupuis? Alors Emmanuel Dupuis, il faut reconnaître que c'est comme on l'a déjà si bien dit dans notre annonce qu'on a eu à faire le concernant, c'est un grand monsieur qui est expert dans la défense et la sécurité. Mais pour aller en profondeur, nous dirons plutôt, parce que j'ai une présentation plus complète de lui, Emmanuel Dupuis est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, think tank spécialisé sur les questions de défense et de sécurité la mine, notamment dans une perspective euro-africaine, ce qui nous concerne beaucoup plus. Il est secrétaire national du parti Les Centristes en charge des questions de défense. Il enseigne la géopolitique et les questions de sécurité au sein de la faculté catholique de Lille, au sein de l'école des hautes études internationales et politiques et de l'Institut supérieur de gestion, ainsi qu'au sein de l'EDC Paris Business School. Il a été professeur de géopolitique associé au sein de plusieurs universités, notamment l'université Paris et de Paris 11 et école privée spécialisée en relations internationales, l'Institut d'études des relations internationales. Il a enseigné notamment aussi précédemment à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'université de Webster, à l'école supérieure de commerce de Dijon, à l'IUT de Cergy, ainsi qu'à l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion la mine, ainsi qu'au sein de la South Champagne Business School. Il fut auparavant chargé d'études à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, ainsi que chargé de mission recherche-défense auprès du secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. C'est entre 2008 et 2010. Il fut également conseiller politique de la Task Force Lafayette en Afghanistan. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup tout ça. C'est beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il n'a pas tout mentionné. Non, On va y revenir. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue Manu. Qui m'honore, merci. Voilà. Bonjour la mine. Ouais, focus sur les enjeux géopolitiques et sécuritaires en Afrique subsaharienne. Évidemment, c'est pour cela on se dit qu'il faut s'intéresser. Région donc au cœur de nombreuses mutations et de défis internationaux. On parlait de la Côte d'Ivoire un instant. Forcément. D'abord, un mot là-dessus en ce qui concerne Côte d'Ivoire. Je parle du Sénégal plutôt. Oui. Voilà. Comment vous voyez tout ça du côté du Sénégal? Remaniement ministériel. Le chroniqueur parlait tout à l'heure. Il y a un non-dit entre le Premier ministre et le président de la République, Diomaye Faye. De loin, quel est votre regard, mon cher Manu? Écoutez, moi je vais faire un peu de comparaison parce que ce qui se passe au Sénégal, finalement, ressemble beaucoup à ce que l'on retrouve dans beaucoup de pays. Ouais. Avec la remise en cause de la bicéphalité du pouvoir, avec un président qui décide et un Premier ministre qui exécute. Parce que c'est comme ça que nous avons aussi dans notre Constitution la capacité d'avoir cette dualité au sein de l'État, au sein de l'exécutif. Moi je crois que ce qui se passe au Sénégal montre deux choses. Premièrement que depuis l'élection du président Diomaye Faye, il y a une vie politique, une vie sociétale, une société civile active, motivée, et qui finalement impose à un président qui a été élu, non pas par défaut, mais qui a été élu sur le programme de son Premier ministre. Donc d'une certaine façon, je trouve que cette vivacité politique est bienvenue. Ensuite, il faut aussi avoir à l'esprit que si on est dans une crise politique, c'est que a été léguée une crise économique, avec une dette cachée, 11 milliards d'euros, maintenant on le sait, puisque la FMI a évoqué ce chiffre, oui, avec un certain nombre de sujets que ni le président ni le Premier ministre n'avaient anticipé, puisque ça a été caché et ça faisait partie des éléments
que l'ancien président Macky Sall a laissé malheureusement en héritage, à devoir assumer cet héritage. Donc la situation politique avec ce remaniement, qui est effectivement assez étonnant, parce que je ne voyais pas pourquoi il a lieu maintenant, alors qu'il y avait déjà eu des velléités lors des dernières élections législatives. C'était quoi, il y a 4 ou 5 mois, je ne sais plus exactement la date, ça doit être en mai ou juin. Donc il aurait pu le faire à ce moment-là. Ensuite, un contexte politique qui doit s'inscrire dans un contexte général, alors que la situation politique est tendue, les tensions sécuritaires se font de plus en plus vives à l'ouest du pays, à la frontière avec le Mali. Donc ça crée aussi le sentiment d'une urgence sécuritaire que le président et le Premier ministre doivent tenir compte. Et puis bien évidemment le fait que le président Diomaye Faye désormais veut normaliser ses relations. On l'a bien vu quand il était venu il y a quelques jours à l'occasion de l'université de rentrée de la REF, donc l'université de rentrée du MEDEF, où il a appelé à ce que les entreprises françaises considèrent qu'elles restent les bienvenues dans ce pays, alors même qu'on a eu le sentiment qu'il y avait une tension au moment de l'élection du président Diomaye Faye en mars dernier. Monsieur Dupuis, moi, j'ai envie de poser une question là-dessus parce que on sait que le président Diomaye Faye et son premier ministre Sonko ne se sont pas contentés de faire un roulement de ce gouvernement. Et il y a des ministres qui ont été complètement limogés, notamment le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Et comment est-ce que vous percevez cela? Parce que sachant que ces binômes-là ont toujours eu d'énormes soucis avec la justice sénégalaise, notamment tout au long de leur lutte. Et aujourd'hui, en plus du limogeage du ministre de l'Intérieur, on a Diomaye Faye aussi qui, de façon inattendue, annule son voyage sur la France cette semaine. Quel est votre regard là-dessus? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il y a eu un remaniement aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est intéressant parce qu'il y avait eu quelques mésaventures ou quelques couacs ou déconvenues de la part du président Diomaye Faye, qui n'avait pas pu imposer sa présidence au sein de la CEDEAO, parce que théoriquement, c'était son tour, et malheureusement. Et c'est le président de Sierra Leone qui a obtenu cette fonction. Contre tout protocole, puisque théoriquement ça devait être le tour d'un président francophone et non pas anglophone au sein de la CEDEAO. Il y avait aussi quelques divergences ou quelques couacs sur la stratégie à adopter pour placer un candidat sénégalais à la tête de la direction Afrique de l'OMS ou au niveau donc de l'organisation africaine, au niveau un poste exécutif au niveau de la Fédération africaine de football, à l'aune de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, cela a sans doute valu la tête de la ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle a été remplacée. Donc ça, c'est un premier point où sans doute y avait-il eu peut-être des approches, je ne veux pas utiliser le mot d'amateurisme, mais en tout cas, une façon de concevoir le rapport de puissance internationale pas suffisamment étayée, dans le sens où le PASTEF a voulu imposer une forme d'idéologisation de beaucoup de dossiers, ce qui ne sied pas forcément avec le rythme diplomatique des organisations internationales. Soit dit en passant, un certain nombre de diplomates se plaignaient que de jeunes militants aient plus l'écoute que les diplomates chevronnés, qui, encore une fois, n'avaient pas la même temporalité. En ce qui concerne la question de la justice, c'est une question, les questions du règlement d'un certain nombre de cas litigieux qui nous amène à une autre réflexion, qui est celle d'un Sénégal qui veut se rendre exemplaire pour que les investissements étrangers puissent venir. Je réponds à votre question sur l'annulation du déplacement du président cette semaine, avec là aussi une perspective qui amène le Sénégal à se rendre crédible, non pas vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Union européenne, mais vis-à-vis d'autres acteurs internationaux, orientaux vers les pays du Golfe, qui ont dit, et notamment les Émirats arabes unis, et bien sûr les États-Unis, avec la capacité d'investissement dans les infrastructures extractives, pétrolières, gazières et minérales, avec l'idée selon laquelle les États-Unis veulent investir de façon tricéphale le sud du Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, pour essayer de se repositionner dans cette région, soit dit en passant aussi, profitant du fait que nous ne soyons plus, en tout cas de point de vue militaire. Mais je voulais... Vas-y.
Voilà, je voulais dire, est-ce que, par exemple, il y a le président Bassirou Diomaye Faye qui décide d'annuler sa venue en France, et par extension, il y a également le Premier ministre Ousmane Sonko qui devait venir, je crois, à une conférence qui avait été organisée par BPI France, et finalement, il va se faire représenter par un de ses ministres plutôt que lui. Est-ce que cela ne présage pas, d'une certaine manière, une certaine distance que le Sénégal entretiendrait ou serait en train, tout au moins, d'entretenir avec la France? Non, pour plusieurs raisons, parce que vous aurez constaté que ces deux annulations ont lieu aussi dans un contexte politique erratique en France, où on n'est pas sûr que d'ici quelques heures, le ministre des Affaires étrangères soit encore en place, et on est quasiment certain que le Premier ministre ne le sera plus. Donc c'est une forme de maturité de la part du Sénégal de se rendre compte que c'est vraiment pas le moment de venir en France, car tous les interlocuteurs, BPI le premier, puisque ça dépend du ministère des Finances, il se peut que M. Lombard ne soit plus aussi ministre d'ici quelques heures, ne correspond plus tout à fait à la réalité. Non, je crois que c'est une grande forme de maturité, et puis c'est surtout, il faut quand même avoir à l'esprit que le président Diomaye Faye était à Paris il y a 2 semaines, et qu'on ne peut pas passer, soi-disant, d'une forme d'éloignement à une surreprésentation. Il faut équilibrer les choses. La France n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique européenne vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest. Bien. Il faut montrer aussi à nos amis et partenaires africains qu'il y a d'autres interlocuteurs. Le président Diomaye Faye devrait se rendre à Rome, comme l'a fait le président Tebboune, le président algérien, il y a quelque temps, pour démontrer qu'il y a d'autres interlocuteurs, d'autres investisseurs. L'Espagne en est un autre. Voilà. Vous restez avec nous sur l'espace, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons continuer l'émission avec débat. Le franc-parler. Débat sans filtre. Débat sans filtre avec notre invité ce matin, évidemment, qui n'est autre que Emmanuel Dupuis. Il est avec nous dans cette émission. Alpha Amadou, on va essayer de continuer. Mais d'abord, focus sur les enjeux géopolitiques et sécuritaires en Afrique subsaharienne. Notre invité, c'est un spécialiste en la matière. D'abord, votre regard là-dessus, mon cher ami. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Alors, les enjeux géopolitiques, les enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest sont, comme tout le monde le sait d'ailleurs, sont caractérisés par une dénonciation de la présence française dans cette région-là, notamment dans les États du Sahel, et tout récemment au Sénégal aussi, qui était un grand ami de la France jusqu'à maintenant, mais qui a demandé le départ des forces armées françaises qui sont présentes au Sénégal. Donc voilà, c'est quelque chose... on est vraiment dans une situation qui est un peu particulière. Moi, je vais dire les choses de cette façon-là. Donc la France est en train d'être vue, de plus en plus vue comme peut-être pas un ennemi, mais comme une puissance qui continue dans la logique de domination, pas forcément coloniale. Voilà. Bon, envahisseur, moi je ne peux pas dire les choses. C'est de cette façon-là que les choses sont vues, et c'est ce discours-là d'ailleurs qui est utilisé très souvent pour légitimer les actions qui sont mises en place par les pouvoirs qui décident de se séparer de la France, tels que le Mali, le Burkina, le Niger, et même le Sénégal, qui est une démocratie encore, parce qu'on ne peut pas simplement dire que c'est parce que c'est des putschistes qui décident de chasser la France. Il y a le Sénégal, c'est l'une des plus grandes démocraties en Afrique de l'Ouest, mais qui a décidé que les forces armées sénégalaises qui sont sur place partent. Donc désormais, la France n'est plus présente que dans 2 pays, un pays d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, ça va être la Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, le Gabon, et finalement au Djibouti, où ils ont leur plus grande base militaire. Donc, le défi... En Guinée, c'est un peu plus... en Guinée, il n'y a rien d'officiel qui dit qu'il y a des militaires français. Il n'y a rien d'officiel qui dit qu'il y a des militaires français en Guinée, donc on ne peut pas affirmer cela, même si on sait que le président qui est en place, on dit qu'il est très proche de la France. Donc ça reste autre chose. Mais moi, je voudrais donc vous poser une petite question, c'est de savoir qu'est-ce qui, selon vous, explique ces différentes décisions qui sont prises par différents États, presque au même moment de dire à la France allez au revoir? Alors, je n'ai pas forcément la même vision et la même lecture que vous. Alors, premièrement, pour quand même vous rappeler que j'ai appartenu au cabinet de Jean-Marie Bockel et que c'est un ami et j'ai beaucoup travaillé avec lui sur ces questions
donc du redéploiement de la place de la France sur le continent africain. Vous avez partiellement raison et partiellement tort. Partiellement raison dans le sens où vous avez raison de dire qu'il y a une forme de nécessité de revisiter un dispositif militaire qui, depuis 1963, à travers, je crois qu'on a 28 accords de défense, on a 14 qu'on a révisés, a mérité d'être repensé, avec un positionnement, un pré-positionnement, comme l'on dit, avec une forme d'embarricadement de nos forces qui ne correspondent plus tout à fait à ce dont les pays africains qui hébergent ces forces avaient besoin. Les 4 emprises françaises des EFS, le camp Leclerc, le camp de Gaulle à Libreville, ou évidemment la présence de nos militaires en Côte d'Ivoire et au Tchad. La Djibouti n'est pas remise en cause puisqu'on a re-signé pour 5 ans de nouveau un accord de défense cher, 30 millions d'euros, mais un accord de défense qui confirme qu'à Djibouti, nous ne sommes pas les seuls à être présents. Alors, le positionnement de la France est donc évolutif et que, c'est là où vous avez partiellement tort, sans aucune forme de jugement, c'est que la présence militaire française reste et demeure forte. Elle demeure forte car, alors que nous fermons un certain nombre de bases, le 28 février dernier, j'ai ici le protocole exact du terme, qui a amené le général Abdou Latif Camara, le directeur de l'Institut de défense du Sénégal, et Madame Christine Fagès, l'ambassadrice française, ainsi que le général Yves Onis, à transitionner, c'est-à-dire à faire en sorte que le camp, en l'occurrence les quartiers Maréchal et Saint-Exupéry, soient redonnés, restitués aux forces armées sénégalaises, n'a pas remis en cause ce qu'on appelle les ENVR, les écoles nationales à vocation régionale, qui contribuent à aider à structurer, à accompagner le renforcement capacitaire dont le Sénégal, comme d'autres forces, on a dans maintenant 10 pays africains, en l'occurrence 22 écoles, et qui couvrent à peu près 30 pays, comme son l'indique, école nationale à vocation régionale. Et par exemple, à Dakar, on a une expertise particulièrement utile dans la lutte contre les ingérences extérieures et donc une expertise cyber. Donc le positionnement français change de nature. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut aussi avoir à l'esprit que le repositionnement militaire français s'est accompagné d'un retour d'autres acteurs. Et je pense notamment aux États-Unis, qui pendant l'été ont confirmé qu'ils souhaitaient garder des contacts avec les autorités putschistes, Mali notamment, pour maintenir forte leur capacité de résilience à travers des concepts revisités qui sont... Mais justement, comment analysez-vous aujourd'hui la montée de ces acteurs? Je parle de la Russie, la Chine, la Turquie, entre autres, dans la région. J'ai pas encore parlé de la Russie, de la Chine et de la Turquie parce que j'ai tendance à les mettre à part. Donc, pour résumer mon propos, la France n'est plus la seule, de manière exclusive, à pouvoir assurer un accompagnement sécuritaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a d'autres partenaires aussi européens. Alors, quelles sont les conséquences justement du désengagement de la France par rapport à cela? Les États-Unis, donc, qui en profitent pour se repositionner comme un acteur de substitution à travers une stratégie qu'on appelle le pare-feu fonctionnel ou une approche périmétrique, c'est-à-dire que quand vous vous ancrez dans un pays, vous couvrez l'ensemble à 360 degrés des pays qui l'entourent pour essayer effectivement de les désenclaver. Et puis, effectivement, des contendeurs qui ont peut-être un regard beaucoup moins positif à l'égard de la France, que sont la Russie, que sont la Chine, que sont la Turquie, que sont potentiellement aussi... La Chine aussi. Mais ouais, la Chine, honnêtement, la Chine est dans une logique un peu de reflux militaire pour se repositionner sur le niveau économique. Les vrais acteurs militaires émergents, c'est Israël d'un côté, la Turquie de l'autre, parce qu'elles fournissent aussi du matériel militaire. Troisième point, et je crois que c'est peut-être le point le plus important, je suis de ceux qui ne se plaignent pas du tout que le dispositif militaire français soit revisité. Justement. Car alors, quelles sont les conséquences il était un peu désuet quand même, des 60 ans d'existence. Emmanuel, quelles sont les conséquences justement du désengagement de la France du côté de l'Afrique subsaharienne, du Sahel? Alors, j'ai pas dit désengagement, je crois pas avoir utilisé ce mot, j'ai dit redéploiement. C'est pas la même chose. C'est ce que je dis, mais quoique. Ah non, c'est les réalités sont là aujourd'hui. Pas du tout. Non, justement, parce que moi, les réalités sont là aujourd'hui. Dans la mesure où nous sommes binaires, 1958, on a dit non à la France.
des conséquences. Les conséquences étaient lourdes. Aujourd'hui, quand la France se désengage, quelles pourraient être les conséquences, que ce soit au niveau défense ou sécurité sur le continent? Et à supposer ça dépend des pays. Oui. Je vais vous dire, il n'y a absolument aucune réalité qui s'imposerait de manière générique, holistique, sur la manière dont la France va considérer sa présence au continent africain. C'est pays par pays. Bien. Je prends un exemple. La présence militaire française, qui est contrainte désormais au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et d'une certaine façon au Gabon, ne correspond pas tout à fait à la manière dont un certain nombre de ces pays veulent réengager leurs relations avec la France. Prenons les deux cas d'école. Le Sénégal, dont on a beaucoup parlé, et le Gabon. Le Gabon voit les troupes françaises quitter, ce qu'on appelait autrefois donc les EFG, les éléments français du Gabon. Peu ou prou, on était jusqu'à 1200 hommes, ça a été le pic de notre présence, notamment à Libreville et à Port-Gentil, ce qu'on appelle le BIMA, le 6e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine. Et qu'a dit le président Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son investiture, donc en mai dernier, que précisément, il voulait révisiter les relations et que cette transformation de relations devrait s'accompagner d'un renforcement de la présence économique française. Donc, vous voyez, il y a, d'une certaine façon, l'idée selon laquelle la relation avec la France ne se limite pas à la coopération militaire. Il y a l'idée que la coopération militaire est une coopération de sécurité et de défense, sécurité civile, protection des littoraux, action de l'État en mer, lutte contre la piraterie, lutte contre le narcotrafic, résilience par rapport aux questions de criminalité organisée. Bref, un domaine qui n'est pas seulement la présence de militaires dans des bases dont le but était, pendant très longtemps, suite à des accords de défense qui, faut-il le rappeler, ont quand même été révisés en 2008, à protéger le régime qui avait signé ces accords. Donc pratiquement entre 1961 et 1963. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxièmement, il y a effectivement un enjeu qui consiste à dire que la présence française doit désormais se réinventer. Et comme je le disais précédemment, je trouve ça sain que 60 ans, voire 70 ans maintenant, après les relations que nous avons eues, qui ont été consubstantielles de ce qu'a été la France de l'après-guerre, doivent être revisitées. Je vais même dire qu'on a mis trop de temps à les revisiter. Donc c'est un enjeu économique avant tout. Mais est-ce que cela n'est pas justement provoqué? Parce que si on vous écoute, on a l'impression que disons, cette réinvention stratégique serait d'une certaine manière voulue par la France, ou tout au moins l'aurait anticipée. Elle est en train de se renouveler. Or, sur le terrain, de manière concrète, on voit quand même dans les États africains, en l'occurrence dans les États du Sahel, un certain ressentiment du peuple vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'État français de manière générale, puisque pour ce qui est du Mali tout au moins, on a vu que depuis Barkhane, évidemment, la raison pour laquelle on a fait venir ces militaires français au Mali pour pouvoir lutter contre le terrorisme au Sahel, on a vu justement que en dépit de la présence militaire française sur ces théâtres d'opération, cela n'a pas eu un effet matériel concret. Et évidemment, le terrorisme n'a pas été endigué. Et donc, la population civile a l'impression que la France a participé davantage à l'aggravation du problème plutôt qu'à trouver justement une solution. Et donc, le fait qu'il y ait eu des coups d'État militaires et qu'on demande à la France de partir et que la France cherche à se réinventer d'une certaine façon, est-ce qu'elle ne subit pas d'une certaine manière aujourd'hui une certaine stratégie des États africains? Non, je vais d'ailleurs donner une petite précision avant de vous laisser parler. En fait, dans ces pays-là où on est en train de dire à la France de partir aujourd'hui, on ne dit pas à la France entièrement de partir, c'est l'armée française qu'on dit de partir. Parce que dans ces pays-là, quand vous vérifiez bien, il y a encore des sociétés françaises, des compagnies françaises. C'est juste la coopération avec l'État militaire français du point de vue sécuritaire qui a été décidé de mettre fin. Alors, encore une fois, j'aime bien, en tant qu'universitaire, être précis. L'armée française n'est que l'émanation d'une politique de défense décidée par un gouvernement. Oui, totalement d'accord. L'armée française, ce n'est pas une entité qui déciderait en dehors du processus décisionnel. Donc, si le gouvernement français, la représentation nationale française, a décidé d'une évolution de la position, ce n'est pas une décision qui est, d'un pouvoir militariste.
au sens littéral du terme, qui n'a plus lieu d'être depuis les derniers coups d'État militaires, donc à la fin du 19e siècle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut faire attention à ne pas mélanger les choses. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il n'y avait pas de base française. Il y avait un dispositif militaire français qui a été décidé en 2013, le 9 janvier 2013 pour être précis, pour lutter contre des groupes armés djihadistes qui obéraient la sécurité, notamment du Mali en premier, puis par extension du Burkina Faso et du Niger. Contrairement au Tchad, où le dispositif épervier avait servi de base ensuite à Barkhane. Donc il faut faire attention. D'une certaine façon, je ne veux pas me faire l'avocat du diable et de valider le propos d'Emmanuel Macron quand il s'est adressé aux ambassadeurs le 6 janvier dernier, mais il y a le prépositionnement français qui avait vécu au Gabon, au Sénégal, au Tchad, sans doute également en Côte d'Ivoire, et puis un dispositif militaire français voulu par les chefs d'État de l'époque, qui ne sont pas les chefs d'État putschistes. ensuite, sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Là, je suis un peu plus modéré quand même. Car si on regarde les rapports des Nations Unies, les Nations Unies ont cette capacité à fournir des propos très étayés tous les 6 mois. Ouais. Le nombre de victimes a augmenté de manière exponentielle. Oui. Que quand il y avait 25% du territoire burkinabé qui échappait à l'État, désormais c'est quasiment 60%. Et que grosso modo, depuis le départ français, rien ne s'est amélioré, voire ça là a empiré. Il suffit de voir les combats meurtriers qui ont eu lieu l'été dernier, les 2 derniers étés, à la frontière dans le septentrion malien entre l'Algérie et le Mali, où c'était il y a encore quelques jours, quelques semaines, il y a une dizaine de jours, dans la région des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc je suis beaucoup plus modéré sur l'idée que les populations locales en voulaient à la France, parce que la France n'a pas réussi à juguler le terrorisme. Non, je parle de la perception. Je parle de la perception que la population a. C'est-à-dire, vous savez, entre les statistiques que les populations locales ne lisent pas et la perception que ces populations locales peuvent avoir de l'intervention militaire, l'interprétation sont complètement différentes. Moi, j'ai écouté, par exemple, un documentaire où on montrait les Dozo, par exemple, une milice qui se bat contre le JNIM, évidemment au nord du Mali. Et ces gens-là, justement, rappelaient le fait qu'ils aient été abandonnés par la France, mais également par l'État malien. Je ne suis pas en train de dire que l'État... Vous avez raison de rappeler qu'ils étaient surtout abandonnés par l'État malien. Bien entendu, je ne suis pas en train de dédouaner l'État malien de sa responsabilité première de protéger la population civile dans ce contexte d'insécurité, évidemment. Mais dire que la population locale a un sentiment également d'avoir été abandonnée par la France, je pense que c'est une réalité quand même qui est évidente et dans ces États-là qui est incontestable. Et quand on voit aujourd'hui ce sur quoi s'appuient ces gouvernements militaires pour pouvoir légitimer leur action, parce qu'on voit d'ailleurs, il y a eu certains qui ont été arrêtés là récemment au Mali pour tentative de déstabilisation. Je pense par exemple au général Nema Maïga, au général, 2 généraux d'armée ont été arrêtés, plus un diplomate français. Non, le diplomate français, c'est autre chose. Le diplomate français, c'est un agent de la DGSE. Voilà, il n'a pas été arrêté pour la même raison. On dit qu'il faisait en tout cas partie du cerveau de déstabilisation de l'État malien. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement malien, ou en tout cas le pouvoir militaire, s'appuie sur la problématique de l'insécurité pour pouvoir légitimer sa présence. Et on voit que ça a des impacts justement dans le conscient collectif des Maliens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais du point de vue de la perception, la population malienne a le sentiment d'avoir été abandonnée d'abord par la France, et c'est ce qui justifie le ressentiment anti-français dans ces États-là, et bien entendu d'avoir été également abandonnée par l'État malien, notamment les gouvernements civils avant le gouvernement militaire. Allez-y, Manu. Vous avez raison de parler de perception. Ouais. Ça, je crois que c'est un élément très important. Et qu'après tout, dans les sociétés qui sont les nôtres, des sociétés qui sont perclues par une hyper-médiatisation, un événement peut être interprété, sublimé, et ça peut devenir une vérité alternative. Je ne suis pas là pour défendre, après tout, elle se défend très bien toute seule, l'armée française, mais il est vrai que la position de la France, la stratégie de la France, aura été de ne pas répondre aux critiques et aux attaques circonstanciées, millimétrées, qu'un certain nombre de pays ont provoquées. Oui. Il suffit de regarder la manière dont les troupes françaises ont été littéralement chassées du Mali entre octobre et décembre 2022. Il y avait une stratégie
d'influence orchestrée par Wagner. Ça est très bien documenté. Un excellent reportage de Jeune Afrique et d'Arte en témoignent. Deux reportages distincts, bien sûr, sur les stratégies employées par Wagner pour manipuler, pour instrumentaliser un sentiment anti-français qui a été donc cultivé et sans doute accéléré. Il suffit de voir aussi la manière dont quelques manifestants devant les ambassades de France, devant les instituts français, devant les lycées français à l'étranger, qui sont souvent, et c'est une erreur, agglomérés les uns à côté des autres, peut donner l'impression que tout Ouagadougou et que tout Niamey veut chasser les Français. Ce qui n'est pas vrai. Bien. Encore une fois, on est dans une logique où les stratégies d'influence ou les stratégies de contre-influence font que quelques manifestants donnent l'impression que la totalité du pays veut le départ des Français. Je n'amende pas encore une fois la responsabilité française. Je ne suis pas certain que si on avait posé la question autrement aux Nigériens, aux Maliens, notamment ceux qui se voient interdits de parler politique, qui se voient interdits de quitter le pays, qui se voient désormais embastillés, je pense à Moussa Mara, que la France est le responsable de tous les maux du pays. Bien. Emmanuel Dupuis, notre invité ce matin, évidemment, dans votre émission, le franc-parler. On va enchaîner carrément parce que vous parlez de débat, de la vérité. On enchaîne avec la rubrique de Badem Babari. On va parler vrai. Le franc-parler, Espace TV Europe. Lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT. Émission exceptionnelle. Lamine Guérassi reçoit Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, expert reconnu des questions de défense et de sécurité eurafricaine. Enseignant dans les plus grandes universités en France, en Europe et en Chine, délégué général du parti Les Centristes en charge des relations internationales, Emmanuel Dupuis partagera son analyse sur les nouveaux enjeux géopolitiques, la sécurité en Afrique et en Europe et les défis de la coopération internationale. Crise, mutation, perspective, quel futur pour la sécurité mondiale? Le franc-parler, lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT, sur Espace TV Europe. Soyez au cœur du débat. Le franc-parler, Espace TV Europe. Lundi à 9h, heure de Paris, 7h GMT. Émission exceptionnelle. Lamine Guérassi reçoit Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, expert reconnu des questions de défense et de sécurité eurafricaine. Enseignant dans les plus grandes universités en France, en Europe et en Chine, délégué général du parti Les Centristes en charge des relations internationales, Emmanuel Dupuis partagera son analyse sur les nouveaux enjeux géopolitiques, la sécurité en Afrique et en Europe et les défis de la coopération internationale. Crise, mutation, perspective, quel futur pour la sécurité mondiale? Le franc-parler, on va parler vrai. Dans cette émission, mesdames et messieurs, ce matin, avec Emmanuel Dupuis, notre invité, avec Badem Babari. Bademba, on n'a que 3 minutes et on est pris par le temps, malheureusement. Allez-y, mon cher Bad. On va y aller très vite. Tout à l'heure, j'ai entendu notre invité poser la question si jusque-là, on n'a pas encore parlé vrai. Ouais. Mais si on parle J'avais vrai, l'impression qu'on parlait vrai. on va juste mettre un peu plus d'accent là-dessus. Alors, aujourd'hui, quand on parle de foyer de tension, on parle aussi de foyer de résistance en Afrique subsaharienne de façon globale. Dans le Sahel, par exemple, nous avons la tension, mais nous avons aussi des formes de résistance, ce qui fait que la zone devient de plus en plus forte. Mais malgré tout, aujourd'hui, quand on regarde les zones massivement touchées par cette histoire de conflit, nous en avons près de 20 à 26 millions de populations qui sont atteintes, notamment quand on combine l'Éthiopie, le Soudan et la RDC, la République démocratique du Congo. Quelles seraient donc des pistes concrètes pour renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique subsaharienne? On a l'impression que personne ne fait rien. Bon, déjà, vous avez raison de rappeler que ça ne concerne pas que le faisceau central du Sahel. Nous, en France, on a une fâcheuse tendance à penser que tout se limite aux pays dans lesquels nous ne sommes plus présents et que tout va mal parce que nous ne sommes plus présents. En fait, on inverse la charge par rapport à ce que vous disiez. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a le Soudan, une guerre civile absolument dramatique qui s'est désormais étendue vers de nouveau une guerre ethnique, politico-ethnique au Darfour, comme ce fut le cas entre 2015 et 2016. Et puis, évidemment, malgré l'accord de paix du 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda sous facilitation américaine,
des combats qui ont toujours lieu et des exactions qui ont toujours lieu en Ituri, les ADF, les forces démocratiques, l'État islamique en Afrique centrale ou le M23 dans le sud et le nord Kivu. Donc, vous avez raison de rappeler que sur le constat d'un continent africain qui est toujours perclus par des crises, oui, et c'est la raison pour laquelle il faut rester vigilant. Mes collègues d'un think tank suédois qui s'appelle donc le CIPRI, évoquent un monde dans lequel il y aurait actuellement 56 conflits. Et ces 56 conflits, vous avez plus de la moitié qui se situent en Afrique. Oui. Donc il y a une urgence à ce que le système multilatéral, on va rentrer demain, oui, je ne me trompe pas, demain, donc l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations Unies, du 9 au 23 septembre, où l'on va faire le constat que s'il y a une raison pour que l'ONU reste prégnante, et notamment ses capacités de maintien de la paix, c'est pour faire en sorte de faciliter, de mentorer, comme on dit en langage onusien. Mais ça fait quand même 80 ans, monsieur, depuis que cette ONU est là et oui, les conflits continuent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les assemblées servent à quoi concrètement ? Parce qu'on ne trouve pas les solutions. Vous posez une très bonne question et je vais essayer d'y répondre, non pas en creux, mais de manière très pragmatique. L'Organisation des Nations Unies, ce sont les États. Donc, s'il y a des crises dans le monde, c'est qu'il y a un problème de gouvernance étatique. C'est pas l'ONU qui décide, ce sont les États dans l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas lui qui a la baguette magique qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est l'objet d'un consensus qui ne se trouve pas ou que l'on ne retrouve pas parmi les pays africains eux-mêmes. Car s'il y a des crises en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de position unanime, cohérente, structurelle au niveau de l'Union africaine ou au niveau des communautés économiques. Alors, quelle est la régionales. responsabilité des Nations Unies dans ce sens? Alors, elle décline toute forme de responsabilité. Non, pas du tout. C'est ce que j'ai cru entendre. Elle délègue OK. aux organisations continentales, en l'occurrence l'Union africaine, aux organisations subrégionales, les 8 communautés économiques régionales, la responsabilité d'assurer la paix et la sécurité, ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité. Là où il y a un problème, c'est que la paix ne se décrète pas. Elle se construit ou elle se co-construit. Et là, je réponds à votre question pour ce qu'il faudrait faire. Moi, je pense, premièrement, que l'architecture de sécurité africaine et la gouvernance africaine ne fonctionnent pas. OK. Elle ne fonctionne pas parce qu'au niveau de l'Union africaine, ce sont des grandes idées très génériques, très généreuses, une capacité africaine de réaction immédiate aux crises, la CARIC. Il a fallu attendre 2016. Bien. Juste, j'ai combien de temps ? J'ai 30 secondes. Et non pas 1963. Donc, en fait, pour répondre à votre question, il faudrait revisiter les coopérations régionales, les communautés économiques régionales qui ont été créées en 1975 pour la CEDEAO, par exemple, et qui avaient vocation à aller vers l'unité africaine, devraient être revisitées. On ne lutte pas contre le terrorisme quand il y a des pays qui n'appartiennent pas à la même organisation. Le Tchad n'appartient pas à la CEDEAO et aucun des pays qui sont périphériques, le Maroc et l'Algérie, par exemple, qui sont importantes dans la résolution du conflit, n'appartiennent à l'organisation ouest-africaine. Il faut repenser l'architecture de sécurité, de paix et de sécurité, ce qu'on appelle l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité africaine, ce qui avait été défini en 2002. Dernier point, une phrase, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut tout simplement que l'on prenne conscience que sur le continent africain, c'est de coopération dont on a besoin. Et donc la coopération, elle se fait non pas seulement en direction de l'Europe, mais elle doit se faire en direction de nouveaux partenaires. Et de ce point de vue, l'horizontalité stratégique, l'atlanticité entre l'Amérique latine et le littoral africain. Le Maroc a proposé qu'il y ait un projet qui s'appelle la façade atlantique, une nouvelle façon de concevoir les solidarités africaines, les pays côtiers désenclavant les pays qui n'ont pas accès à la mer. Voilà une forme de solidarité auquel on n'avait pas pensé ou qu'il a fallu mettre en avant seulement par le discours du roi du Maroc il y a 2 ans. Donc revisiter un petit peu la manière dont les coopérations, la solidarité régionale se fait. Et puis dernier point, et j'en terminais par là, partir du principe que si on parle de l'émergence et si on parle d'un monde qui désormais se décline de manière non occidentale, il faudra bien que l'Afrique définisse quelle est sa particularité, sa volonté, sa capacité à peser sur les débats internationaux. Ne pas être des éternels assistés. Ne pas être des éternels assistés. C'est des assistants d'ailleurs. Mais d'ailleurs, non mais je vais plus loin. C'est que si on désoccidentalise, s'il n'y a plus de centralité qui se trouve au nord, la centralité se trouve donc au sud. Bien. Donc il faut redéfinir. Je termine. Il faut redéfinir la manière dont l'Afrique ne doit pas être dépendante des pays orientaux. Bien. Et que l'Afrique ne doit pas être
une néocolonie, ni de la Chine, ni de l'Inde, et encore moins de la Russie. Voilà, on était à la fac. Le franc-parler. Retour sur l'actualité. Avec évidemment la rubrique protocole. Le franc-parler. Retour sur l'actualité. Le franc-parler. Le photocall. Ce matin, qui n'est autre que Emmanuel Dupuis. Mon cher Bad, on a quelques photos à poser. Avec lui, on va y aller. Première photo, mon cher Bad. Première photo, je proposerai André Agide. Normalement, je ne sais pas ce que la technique Voilà. Alors, André Agide. André Alors, Agide. pourquoi j'ai choisi André Agide? Alors, André Agide est peut-être inconnu de certains de vos auditeurs et téléspectateurs, mais c'est dommage. Alors, je vais juste replacer le contexte. Il s'agit d'un appel. C'est-à-dire que si vous aviez André Agide tout de suite au téléphone, quel serait le discours que vous souhaiteriez partager avec Vous l'avez au bout du fil. Voilà. Qu'est-ce que Alors, vous déjà, avez à lui dire avant, en préalable, il faut dire qui est André Agide. Oui. Pour que les téléspectateurs, les auditeurs, les téléspectatrices et auditrices et Enfin, auditeurs. il est là à l'écran. Voilà, Enfin. belle photo. Alors, André Agide. Alors, qui est André Agide? André Agide est le repreneur d'une vieille dame télévisuelle que les auditeurs d'espace médias et d'espace radio et TV connaissent, qui autrefois s'appelait Télésud, qui désormais s'appelle Global Africa. Une chaîne donc panafricaine qui émet de Paris en direction du continent africain, mais que l'on peut regarder sur les réseaux, sur Bouygues, sur Free, et bientôt sur SFR et sur Orange, et bien sûr sur Canal+ Afrique. Donc que j'aurais-je à lui dire? Déjà, je lui poserai la question de savoir comment Global Africa entend tenir compte de l'évolution des relations entre nos deux continents, qui parfois fait que les Français ne connaissent pas l'Afrique, et les jeunes Français notamment ne connaissent pas les enjeux et les aléas que connaît le continent africain, mais vice-versa. Les Africains ne connaissent pas la manière dont la France fonctionne. Et la manière, j'ose le dire, dont la France dysfonctionne. Donc je lui dirais, que faudrait-il faire pour que l'espace médiatique devienne un espace de partage, de co-compréhension ou de compréhension mutualisée ou d'interculturalité partagée. Forcément, il nous regarde, hein, André, évidemment. Allez, deuxième photo, mon cher Bad. Deuxième photo, on dira donc Donald Trump. Je dirais à Donald Trump de ne pas cataloguer, pour ne pas dire singer, ou c'est pas le mot, les matinées sont un peu difficiles dans cette rentrée, de ne pas ranger ou cantonner l'Afrique dans une logique de moindre espérance ou de désespérance, dans le sens où Donald Trump ne perçoit du continent africain qu'un certain nombre de partenariats qui lui sont favorables. Les 5 pays qui avaient été invités, un petit peu plus de 5, enfin moins de la dizaine de pays qui avaient été invités à la Maison-Blanche en juin dernier, avec, souvenez-vous, cet entretien absolument risible, ubuesque avec le président Boakai, le président du Libéria, en se demandant comment un Africain parlait aussi bien l'anglais, connaissant ou méconnaissant, l'histoire ô combien singulière et ô combien héroïque du Libéria, premier pays à gagner son indépendance en 1822. Donc je lui dirais de mieux écouter la dynamique africaine. Je lui dirais d'autant plus de l'écouter qu'il y a 39 millions d'Afro-descendants aux États-Unis, et que cela compte, et que ce sont non pas seulement des électeurs, mais des citoyens américains conscients de leurs racines, fiers de leurs racines, et qu'il faut tenir compte du fait que les États-Unis, vigies démocratiques, ne peuvent pas prôner la démocratie partout dans le monde, et d'une certaine façon la récuser quand il s'agit du continent africain. Dernière photo, mon cher Bad, parce qu'on a la dernière photo. Est-ce que vous êtes prêt pour la dernière? Je suis vraiment prêt. Vous êtes prêt? Je la vois. Lamine, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mamadi Doumbouya.
Je veux voir la photo. Il attend la photo. Alors, Mamadi Doumbouya, que dirais-je au colonel, le président Mamadi Doumbouya? Général. Oui, à la base, il était colonel. Oui, c'est cela. Il a été promu au Maroc, la 4 étoiles, mais à la base, il était même lieutenant-colonel. Quand il était chef de la garde présidentielle de l'ancien président Alpha Condé. Je lui dirais de rendre le pouvoir. Je dirais qu'à un moment ou à un autre, quand on veut transitionner, et là je pense que cette émission sera diffusée avant le référendum constitutionnel du 21 septembre, eh ben, qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui. Et que l'espoir est grand. Moi j'ai en tête cette belle image. Nous sommes le 4 mai dernier à Libreville, le stade olympique de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema, après une grande et belle investiture de 5 heures, appelle le président Doumbouya et lui passe un flambeau avec ce symbole en disant « Regarde, moi j'ai fait des élections, moi j'ai transitionné, je suis redevenu, entre guillemets, acceptable à la communauté internationale, la balle est dans ton camp, et qu'une réforme constitutionnelle ne vise pas à se maintenir au pouvoir, mais à permettre à ce qu'il y ait des élections qui soient démocratiques. Je ne suis pas certain que l'assurance, le filet protecteur qui consiste à augmenter de 2 ans le suffrage de 5 à 7, que le bicaméralisme qui soit institué, que la non-révocation de la Constitution pour 30 ans soient des signes totalement amènes de penser qu'il faille enfin on est pris par le temps, par contre. On sorte du déraillement démocratique depuis septembre 2021. Voilà. Merci. Ici, il n'y aura pas de glissement. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu, d'être passé nous voir ce matin. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Malheureusement, on n'a pas. Et danse, mais je suis désolé, je suis arrivé en retard. Ben justement, parce que 10h, évidemment, ça et ça. Vous allez le retrouver dans un instant. Merci beaucoup, mon cher Salut. Merci d'être passé. Merci beaucoup à toi également de nous avoir invités. Merci beaucoup à toi, mon grand. Je t'en prie, c'était un plaisir. Allez, à suivre, mesdames et messieurs, sur Espace. À suivre, vous avez rendez-vous avec Aïssa Kiam, avec les matins d'Aïssa. Prenez soin de vous, on se retrouve demain pour un autre numéro. On va parler vrai.